secrétaire de ce conseil municipal du 31 janvier 2021. Tout de suite, je voudrais vous remercier d'avoir accepté que nous le fissions un dimanche. Alors effectivement, les assemblées délibérantes peuvent se tenir après le couvre-feu. Nous aurions pu le tenir lundi comme c'était prévu à 20h30. En revanche, on a souhaité ne pas trop déborder sur le couvre-feu de façon à montrer qu'on est un petit peu solidaire de la population qui, elle, est un peu privée de ses déplacements. Par conséquent, le fait de le faire un dimanche a été un petit peu guidé par cette doctrine. Et puis la seconde chose, c'est que samedi, il y a des gens qui travaillent, puisque on a des jeunes avec nous aussi, et c'est la raison pour laquelle on avait choisi le dimanche. Mais après, on pourra discuter ensemble, voir si la situation perdure, ce que je n'espère pas et que je ne souhaite pas, bien évidemment, comment nous ferons pour les autres conseils municipaux. Merci d'avoir accepté ce principe et d'être présent de façon aussi nombreuse. Alors, tout d'abord, j'ai les excuses de Nicole Kant qui donne pouvoir à Dominique Robert, de Julie Lafleur qui donne pouvoir à Blandine Pagnon et de Christian Dugelet. Secrétaire de séance, est-ce que vous êtes d'accord pour nommer au hasard Bernard Robot? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 14 décembre 2020. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Oui. Oui, j'avais posé la question sur l'état d'avancement de l'acquisition du terrain pour les écoles qui n'est pas retranscrit dedans. Et sur le terrain en face. Oui, voilà. Il est toujours au même point. C'est ce que j'ai répondu, mais ce n'est pas retranscrit dans le compte rendu. Alors, bon, après, je suis d'accord, il y a des choses, des questions que vous posez. Si vous voulez qu'on soit exhaustif, on a enregistré les comptes rendus, il faut tout dire, ça va être extrêmement fastidieux et difficile à lire. Dès lors que les comptes rendus sont de plus en plus enregistrés, puisque d'aujourd'hui est enregistré, je pense qu'il y a pas pire dans notre mort, surtout sur des sujets qui sont extrêmement importants, mais qui sont plutôt, qui n'avancent pas très vite. Bon. Mais j'accepte cette remarque et on la mettra au compte rendu. Sous cette réserve, qui est pour l'approbation du compte rendu, qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Tu n'étais pas là. Oui, nous avons aussi décidé, ce que je voulais vous dire, de le faire ici, et sans public, c'est pas un huis clos, hein, sans public, compte tenu des différentes consignes et pour éviter d'avoir trop de promiscuité. Il y en a un petit peu ici, mais respectez tous les gestes barrières, sauf celui qui parle pour qu'il puisse être audible. Et puis en plus, un conseil municipal sans public à la pirogue, c'est un peu tristounet, donc je pense que on se voit un peu mieux et c'est plus convivial. Merci. Garantie d'emprunt, Blandine. Alors, donc, il s'agit d'une nouvelle garantie d'emprunt qu'on fait régulièrement. Pour Accentia, c'est pour les HLM qui vont être construits donc, à la gare, dans l'ancienne maison bourgeoise avec derrière le terrain. Je crois qu'on avait une photo, la maison Durand. Voilà. Sur la note de synthèse, il est demandé une garantie à hauteur de 50%, mais compte tenu qu'on a changé d'année, on va pouvoir proposer une garantie à hauteur de 25%, et donc on aura 25% par la CCSB et 50% par le département. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Si vous voulez une explication sur ce chiffre, en fait, fin 2020, le département nous a informé qu'il ne cautionnerait plus les garanties d'emprunt. Et en fait, c'était seulement pour l'année 2020 parce qu'ils avaient épuisé leur quota d'engagement. Et par conséquent, pour 2021, on peut repartir sur une situation un petit peu plus traditionnelle avec 25 la commune, 25 la communauté de communes et 50 le département. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Donc, je vais lire la délibération. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'Accentia SA d'HLM à compétence nationale, spécialiste de l'hébergement thématique, vient d'acquérir en VFA un ensemble immobilier comportant 43 logements sociaux, une maison de maître ainsi qu'une annexe de 9 logements dans la commune de Saint-Georges-de-Renins. Cette opération est financée par plusieurs prêts sociaux, dont le montage permettra aux locataires de percevoir l'APL.
Afin de ne pas majorer le prix de revient de l'opération par des frais de mise en place de garanties de type caution bancaire ou inscription hypothécaire, la société Accentia nous sollicite pour l'octroi d'une garantie à hauteur de 25% du remboursement d'un prêt de 5 557 489 € qu'Accentia vient de souscrire pour financer le projet. Grâce au principe de redevance de transparence que la société pratique avec Erilia, cette économie contribuera entièrement à maîtriser le loyer à la charge des locataires. Donc le conseil municipal devra autoriser M. le maire à signer le contrat et l'acte de cautionnement accordant la garantie de la commune de Saint-Georges-de-Renins à hauteur de 25%, soit pour un montant de 1 389 372,25 € à l'organisme emprunteur en application de la présente délibération. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Tableau des effectifs, tu continues, Blandine? Ouais, je continue donc pour le tableau des effectifs. Donc le but est de créer un poste à mi-temps au niveau du service administratif. Le but en fait est de décharger la directrice de l'EHPAD de tout ce qui est des tâches administratives, des tâches comptables et ressources humaines, et donc de mutualiser ces tâches-là au niveau de la collectivité afin qu'elle se concentre sur ces tâches de direction uniquement. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce poste? Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire expose que suite à une réorganisation des services administratifs visant à mutualiser les services administratifs de la commune et de l'EHPAD des Jardins d'Anne sur des missions de comptabilité, de ressources humaines et de tâches administratives, le tableau des effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Renins doit changer pour permettre l'intégration d'un nouvel agent afin de finaliser cette nouvelle organisation. Dans ce cadre, il y a lieu de créer un poste administratif à mi-temps. Ainsi, un poste à temps non complet de 17h50 doit figurer au nouveau tableau des effectifs. Celui-ci est modifié suivant le tableau ci annexé. Il sera demandé au conseil d'autoriser Monsieur le maire à créer ce poste et prendre l'arrêté individuel correspondant lors du recrutement. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Présentation du rapport annuel de la CCSB. Vous avez tous le document, je crois. En fait, il s'agit du rapport annuel 2019 qu'on va vous présenter. Donc, vous l'avez de façon exhaustive dans les annexes du conseil, de la convocation du conseil municipal. Si vous voulez, je vais rapidement vous dire, brosser quelques lignes des compétences. En fait, il s'agit des compétences que possède la communauté de communes. Alors, vous pouvez voir à la page 6 qu'une nouvelle compétence a été prise, à savoir celle du quartier de la gare de Saint-Georges-de-Renins, ce qui nous permet d'avoir en maîtrise d'ouvrage la communauté de communes et nous d'être partenaires dans les décisions qui vont s'appliquer sur ce quartier de la gare. Par conséquent, pour nous, c'est pas inintéressant. Pour vous informer de l'état actuel, j'en profite au passage. Le marché de voirie a été consulté, bien sûr. 4 entreprises ont répondu. On a discuté avec 3 entreprises, il faut en retenir une. Ça sera fait dans les 15 jours qui viennent, pour un démarrage, je pense, rue de la Gare au 1er mars. On aurait pu aller un petit peu plus vite, mais on veut mettre au point notamment les choix de produits à retenir là-dessus, et on en reparlera prochainement. Il y a tout le mobilier urbain, mais le mobilier urbain, ça sera dans un deuxième temps. Pour l'instant, l'important, c'est de démarrer cette rue de la Gare. On vous a fait, dans le dernier Saint-Georges Info, Franck vous a fait un petit tableau pour vous dire où en étaient les travaux et quel sera l'ordonnance, le suivi prochain, puisque au 1er mars également on va redémarrer. On a eu malheureusement une interruption de plus de 6 mois du CIDER et de Sodeca. Donc Sodeca redémarrera le 1er mars. Ensuite, il y a d'autres obligations, aménagement d'espace, économie. Économie, c'est très important, développement économique, puisque sur notre commune, il y aura à imaginer des futures zones industrielles.
les documents d'urbanisme, là, il y a le PUIH, le cabinet d'études du PUIH a été choisi. C'est AUA, voilà, j'en connais une partie, c'est un groupement, il y a AUA dedans, je ne sais pas, enfin j'ai oublié. Et on aura une première réunion du comité de suivi dont je fais partie pour début, dans les 15 jours ou 3 semaines qui viennent, pour se mettre d'accord sur la démarche à suivre pour ce PLUIH. Excusez-moi, je réponds. Allô? Ouais, d'accord. Bon, je m'en occupe. Je m'en occupe. Merci. Je m'en occupe. D'accord, je m'en occupe. Je m'en occupe. Au revoir, Stéphanie. Excusez-moi. Je vous en parle tout à l'heure. Donc, j'étais sur le cabinet d'études. Ah oui, pardon. L'année dernière, l'étude avait démarré avec le cabinet Planète, ce que vous pouvez voir à la page 15. On a perdu un peu plus d'1 an. Et puis finalement, ce cabinet, comme il était peu attentif aux souhaits des élus, nous avons mis fin à sa mission. La zone Libertech, je vous en parlerai plus longuement une prochaine fois, si vous voulez. Je ne veux pas allonger le débat, parce que j'ai un certain nombre de questions diverses à évoquer avec vous. Ça suit son cours. Nous avons lancé la phase 2 rapidement. Les travaux se poursuivent par la rue Charpac, c'est la première rue à droite quand on rentre dans la zone industrielle. Il y a des négociations pour le lot qui est 5, qui fait un peu plus de 100 000 m², 11 hectares. Là, ça sera encore de la logistique, hélas, puisque le coût est parti. En revanche, pour la suite, on verra faire venir quand même des entreprises, ce qui est plus intéressant. La politique commerciale, on a une nouvelle recrue, Madame, je ne sais plus, Cécile Hénard, qui a rencontré l'UCA et qui va mener avec nous, la CCSB mènera des actions avec l'UCA, avec les commerçants de Saint-Georges. Ça marche bien. Je vais arriver, la petite enfance jeunesse, alors là on est en train de se positionner pour le futur avec un petit pôle petite enfance à Gravin qui sera un logement d'un peu plus de 220 m² environ avec un jardin. 118, merci. Et nous verrons après sur le mode de gestion qui sera soit privé, soit associatif, soit autre. Enfin, Bernard est en train de suivre ça. Les maisons de santé, elles sont à Montsol et à Beaujeu, nous n'en avons pas à Saint-Georges. L'agriculture, sylviculture, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Et puis l'environnement, là, les actions sont plutôt assez fortes. Nous nous inscrivons sur certaines, je vous le dirai au passage. La principale action, c'est le TEPOS, territoire et énergie positive. Alors bon, j'espère qu'au-delà d'un affichage extrêmement fort, il y a des actions effectivement qui se sont menées et que nous arriverons à améliorer cet aspect des choses chez nous. La compétence mobilité est également intercommunale, elle a été reprise, mais bon, vous ne la voyez pas beaucoup hormis à travers la navette pour les territoires un petit peu excentrés du Val-de-Saône. Il y a une navette de transport à la demande qui est peu ou prou utilisée et que nous allons probablement renforcer pour apporter un service meilleur aux habitants. Là, nous ne sommes pas concernés. Et puis, il y a la navette Belleville-Saint-Jean-d'Ardière, donc intramuros, qui, là, peut apporter un service extensible aux communes du Val-de-Saône et celles qui sont limitrophes de ce Val-de-Saône. Ça sera la réflexion prochaine que nous mènerons et communalement pour savoir quels sont nos besoins éventuels et avec la CCSB pour savoir comment elle peut les intégrer. Et ensuite, ça s'inscrira dans le cadre de la nouvelle organisation et du remplacement du Citral par une structure beaucoup plus importante à laquelle on nous demande d'adhérer volontairement, mais il n'y a pas le choix. Donc nous y adhérons et nous essaierons de faire en sorte que les services puissent remonter la Saône au lieu de faire descendre la solidarité vers Lyon, qui est déjà bien pourvue. La compétence sport, eh bien, le fait que nous allons la communauté de communes récupérera, j'espère très rapidement, le stade du CIBOS.
J'ai oublié dans le cadre de l'environnement, habitat, la rénovation des bâtiments. Nous nous sommes également inscrits pour des bâtiments communaux pour participer aux prochaines opérations. Le marathon de la biodiversité, 42 km de plantation de haies qui avance bien. Et là, Saint-Georges s'inscrit également au travers d'agriculteurs, de privés qui souhaitent planter des haies avec l'aide de la CCSB. Et puis nous qui souhaitons également en planter là où c'est possible. Et il y a un endroit qui sera alimenté dès que nous aurons pu acquérir le lac, c'est autour du lac, voir là où nous pouvons planter des haies pour essayer d'apporter un peu de diversité et aussi de se protéger de l'autoroute et notamment de ce parking qui est assez invasif parfois. Il y a également les panneaux photovoltaïques qui sont en compétence intercommunale. Là aussi, il faudra réfléchir à voir si nous pouvons nous inscrire dans cette démarche. Et enfin, le sujet que je souhaite aborder, c'est celui des déchets. Alors, il y a également les ENS, mais là, Bernard vous en parlera une autre fois. Les déchets, le rapport annuel sur les déchets est assez évocateur. Aujourd'hui, nous avons une collecte sélective en porte-à-porte. Ça sera l'enjeu de demain. Il y a déjà eu des discussions parfois assez musclées et difficiles, car Saint-Georges, rémanence de l'ex-communauté de communes Beaujolais-Vauxonne, est la seule commune qui a la collecte sélective en porte-à-porte. Je crois que les élus de Saint-Georges sont convaincus que sur le plan environnemental, c'est un choix extrêmement judicieux, et sur le plan de l'efficacité, c'est également très performant. Alors il faut dire que nous sommes gênés actuellement par des chiffres qui ne sont pas trop vertueux. À titre indicatif, lorsque ça a été instauré je ne sais plus en quelle année, mais c'était du temps de la CCDD, les premières années, nous avions 5% de refus de tri. Ça veut dire qu'il y avait 5% de mauvais tri, de mélange, etc. Sachant qu'en refus de tri, c'est le camion complet lorsqu'on constate même qu'un sac est perturbé, est pollué. Les refus de tri viennent essentiellement des bâtiments collectifs, sans vouloir tirer dessus, puisque les privés ils mettent leur sac et normalement le ramasseur peut vérifier, le sac est transparent, peut vérifier que le tri correspond, mais ce n'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, on est de 5%, on est passé à un peu plus de 18%. C'est la raison pour laquelle la CCSB tord le nez. La collecte sélective en porte-à-porte coûte un peu plus cher, mais je pense que le bilan écologique finance fait que, pour moi, ça doit pencher du côté de l'écologie. On est gêné par le fait que Belleville a refusé de faire la collecte en porte-à-porte, ce qui fait que nous restons les seuls à le faire. Pour les communes un petit peu rurales, c'est vrai que faire du porte-à-porte avec des maisons qui sont parfois à 1 km du centre, ça peut poser problème. Eux préconisent plutôt le tri sélectif en point d'apport volontaire. Pour nous, c'est un recul archaïque, puisque nous avions commencé par ce porte-à-porte en point d'apport volontaire, enfin pas ce porte-à-porte, pardon, cette collecte sélective en point d'apport volontaire, qui nous avait apporté un mieux dans le volume trié. En revanche, là où nous avons explosé, c'est lorsque nous avons fait la collecte en porte-à-porte, le tri sélectif en porte-à-porte. Là, on a pu baisser le coût le coût des ordures ménagères de 18%, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, c'est vrai que ce mauvais tri est très pénalisant financièrement. Donc ce que j'ai demandé, c'est d'abord qu'au renouvellement du marché, il soit prévu le porte-à-porte pour Saint-Georges, et ceux qui veulent bien sûr, et aussi que nous ayons des actions comme nous en avions auparavant, de communication et de suivi de la collecte des déchets. Suivi de la collecte, où on avait Perrine Langefay qui allait dans le camion et qui vérifiait, qui faisait pour ceux qui triaient mal, elle allait les voir, elle leur expliquait, elle faisait de la formation. Et puis par les enfants, nous avions chaque année des actions auprès des écoles avec des prix, pour ceux qui, à l'époque c'était le ramassage des annuaires, mais ça peut être autre chose qui sert de prétexte à faire de la formation. Et on sait que les enfants sont assez sensibles à cet aspect environnemental, et ce sont de bons communicants vis-à-vis de leurs parents. Par conséquent, j'ai bon espoir que nous poursuivions cette collecte en porte-à-porte à Saint-Georges, et surtout que le taux baisse, qu'on fixe un objectif, pas de 5% forcément, mais qu'on baisse notablement cette année. Et
surtout que le coût des ordures ménagères n'augmente pas pour Saint-Georges, parce que certains voulaient conserver le tri sélectif avec une pénalité sur Saint-Georges, ce qui est hors de question à mes yeux, puisque nous sommes solidaires dans l'autre sens, il faut qu'il y ait une solidarité générale, et ceux qui veulent être vertueux, ils n'ont qu'à faire le tri en porte-à-porte. Voilà ce que j'avais à dire sur ces déchets et sur le rapport de la CCSB. Avez-vous des questions à poser? Oui. On approuve là le rapport 2019. Tu peux. Oui, ma question, c'est sur le calendrier. On approuve le rapport 2019 de l'ancienne mandature, si je comprends bien, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, dans le principe, le rapport 2019, il sort courant 2020. Hein, et on l'approuve à un des conseils municipaux qui suivent. Bon, compte tenu de la perturbation, ça a été un petit peu décalé, mais c'est pas idiot. Aujourd'hui, si tu veux, nous sommes au mois de janvier. Je trouve que c'est un peu retardé, mais bon, c'est pas mal quand même. Non, mais c'est pour ça. Il faut formalisme, on l'approuve pas, on prend acte. On prend acte, oui, oui. On prend acte, oui, oui, c'est vrai. D'autres questions? Bien. Alors, je vous lis le texte de la déclaration. Le maire expose que la loi Chevènement du 12 juillet 1999 impose la rédaction par le président de la communauté de communes d'un rapport annuel d'activité, rapport qui est adressé chaque année au maire de chaque commune associée. Doivent être annexés à ce rapport un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets et un rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement du collectif. Les rapports ont été présentés par le président de la CCSB en conseil communautaire du 16 décembre 2020, tu vois, on n'est pas trop tard. Le maire présente le rapport et le conseil municipal, après délibération, prend acte de cette présentation. Je voulais ajouter que sur le service d'assainissement non collectif, l'ANC, qui touche quand même un certain nombre de foyers à Saint-Georges, le budget se solde par un excédent très important. Alors j'espère qu'ils feront des actions en contrepartie, parce que normalement les budgets annexes doivent être équilibrés. Bon, il y avait des dépenses de 133 000 € en 2018, 101 000 de recettes, donc là il était plutôt négatif. Cette année on est dans l'autre sens, 72 000 de dépenses et 151 000 de recettes. Donc on demandera quand même un certain équilibre ou des actions en 2021 de façon à ne pas être surexcédentaire, ce qui n'est pas admissible longtemps. Voilà, donc qui est d'accord pour prendre acte de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Convention Seine 2021. Qui est-ce qui la présente? C'est moi? Oui, c'était Christian, mais voilà. Alors, le maire expose que dans le cadre de la gestion du Marais Boitrey, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de convention de partenariat au titre de l'année 2021 pour la gestion du Marais Boitrey, jointe à la note de synthèse. Cette convention intervient dans la continuité des missions confiées au Seine pour la gestion du Marais Boitrey. Le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention de partenariat. Donc vous l'avez tous eu. En fait, le point... tout est à peu près conforme à ce qui avait été écrit auparavant. Je vous rappelle que nous avions inclus une clause dans la convention, c'était il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, selon laquelle on pouvait, des associations pouvaient faire des actions sur le Marais. Ils l'ont pas mis à jour, donc il faut le mettre à jour. Là, qu'avec cette mise à jour, des associations peuvent utiliser le Marais, mais de manière extrêmement respectueuse, pour pas qu'il y ait 500 personnes qui aillent se balader là-dedans, piétiner, etc., ou faire des sauvages, mais non, ça sera toujours sous contrôle de la commune, de la municipalité, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart, mais au moins que nous ayons la possibilité de faire découvrir ce Marais Boitrey à la population via des actions spécifiques que nous voudrions mener. Aujourd'hui, il y a des actions de communication à l'endroit des écoles, c'est porté par la CCSB qui est également partenaire, donc les enfants des écoles peuvent venir là. Dans le temps, on allait également dans les Landes du Beaujolais, donc il y a d'autres sites où ce qui est très bien, ça permet de faire connaître ces sites qui sont quand même assez remarquables. Et ce que vous pouvez voir, ce qui est important, il y a le budget dans lequel nous participons, qui est, je ne sais plus où, il est où le budget? C'est la page facilement lisible. C'est un budget de... C'est rien. Alors,
Alors de 36 000 euros, le département l'abonde à hauteur de 10 260 euros, la région autant, 10 261, et la commune 5 130, c'est ça? C'est un peu... Ah, mais ah oui, ben pourquoi c'est marqué 5 000? Ah, mais il y a deux actions, pardon. Il y a IEF, je ne sais pas ce que ça veut dire IEF. Investissement et fonctionnement, bien, Blandine. Ce qui fait un budget de 7 218 euros. 7 218, c'est un peu plus que l'année dernière. En revanche, si les actions ne seront pas faites, ben, enfin, on verra, elles seront reportées, les excédents seront reportés. Voilà. Avez-vous des questions à poser sur la gestion de ce marais et sur le financement? Pas de question. Qui est pour l'approbation de cette convention telle qu'elle sera modifiée en ajoutant le chapitre sur la commune? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nomination d'un référent élu géoparc. Alors le géoparc est géré par le syndicat mixte du Beaujolais, rapidement on l'appelle le SCOT, mais le SCOT c'est la partie urbanistique. Ce syndicat mixte, je vais vous lire la délibération et ça amènera des questions, je pense. Le maire rappelle que le Beaujolais est labellisé Géoparc mondial UNESCO depuis 2018 pour la richesse de son patrimoine géologique, la volonté de le préserver et de le valoriser tout en sensibilisant le public. Cette reconnaissance internationale est venue récompenser 6 années de candidature durant lesquelles toutes les communes, associations et structures partenaires du territoire ont effectivement coopéré avec le syndicat mixte du Beaujolais. Nous arrivons bientôt au terme des 4 ans de validité du label et il est désormais temps de nous pencher sur son renouvellement. Ainsi, dans le cadre de ce processus qui vient de débuter, nous allons avoir besoin de l'engagement de tous, à commencer par celui des communes du territoire beaujolais. L'année 2020 a été riche de changements pour les équipes municipales qui ont dû faire face à de nombreux défis. Un nouveau défi s'annonce donc pour 2021 avec l'objectif de renouvellement du label Géoparc mondial UNESCO. Dans le but de renforcer les actions communes engagées jusqu'alors, le syndicat mixte du Beaujolais souhaite identifier un élu référent Géoparc Beaujolais dans chacune des communes du territoire. Cette personne sera le relais privilégié du syndicat mixte du Beaujolais au plus proche du terrain et pourra intervenir dans toutes les thématiques d'action du Géoparc. Dans ce cas, le maire propose au conseil municipal de nommer Christian Dugelet, mais il est candidat, donc s'il y en a d'autres, on décidera, référent Géoparc pour le compte de la commune de Saint-Georges-de-Renins. Le conseil municipal, après délibération, décide de nommer référent Géoparc pour le compte de la commune de Saint-Georges-de-Renins. Alors effectivement, c'est pas nous qui demandons le renouvellement, en fait c'est Géoparc, le label Géoparc mondial UNESCO est valable pour 4 ans. Tous les 4 ans, il faut le renouveler, par conséquent, effectivement, le syndicat demande le renouvellement, et au mois de mai, je crois, et pendant plusieurs jours, il y aura une équipe qui viendra de l'UNESCO pour vérifier que tout est respecté, que ça présente un intérêt pour l'UNESCO. Pour ce qui nous concerne, effectivement, c'est intéressant, on n'est pas encore bien impliqué là-dedans. En revanche, je crois que c'est extrêmement important que nous soyons dans ce dispositif, à telle enseigne que nous décidons également pour une cotisation de 100 €, si vous êtes d'accord, bien sûr, d'adhérer à l'association, puisqu'il y a une association à côté du Géoparc, qui est présidée par Daniel Pacou, qui était l'ancien président du syndicat mixte, qui est intéressé par ce sujet, il y a Chantal Pégase, etc., qui était à l'origine de ce Géoparc UNESCO. Et pour nous, ce sera aussi important. Je vous rappelle que nous avons commencé j'en parlerai peut-être une fois un peu plus longuement, on en parlera, les prémices du futur musée de l'UDNA. Et le musée de l'UDNA pourrait également s'inscrire dans le cadre de cette action Géoparc, au même titre que d'autres choses. Donc le syndicat mixte sera également à nos côtés, avec la CCSB qui a accepté d'être porteuse du projet du musée de l'UDNA. Donc on en a parlé à la commission des Verts, il y aura une délibération, je ne sais pas s'il y aura une délibération au prochain conseil municipal, en tous les cas, on va commencer à poser par le choix d'un bureau d'études qui nous accompagnera dès le budget 2021 à inscrire quelque chose à la CCSB de façon à ce qu'on lance cette étude qui sera, je pense, importante au même titre que d'autres pour la commune de Saint-Georges-de-Renins. Avez-vous des questions à poser?
Oui. Éventuellement, je voudrais proposer la candidature pour le Léopard. D'accord. Donc, Alors, oui, bah, on va voter, oui, bien sûr. Puis après, je proposerai autre chose. D'accord. Y a-t-il d'autres candidats? Est-ce que vous voulez un vote à main levée ou un bulletin secret? À main levée. D'accord, non, mais je pose la question parce que dès lors qu'il y a deux candidats, le choix est possible. Voilà, alors, donc il y a deux candidats, Christian Dugelet. Pardon? Non? Et Jean-Yves de Cavel qui. Jean-Christophe. Jean-Christophe de Cavel. Et Christian Dugelet. Alors, dans quel sens on commence? Hein? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'à l'association, on peut être peut-être deux. Par contre, référent géoparc, je ne sais pas si on peut être deux. On va voter, et puis après, je manifesterai une intention auprès du syndicat. D'accord? Donc, qui est pour la candidature de Jean-Christophe de Cavel? Qui s'abstient? Non, qui est pour la candidature de Christian Dugelet? D'accord? Bon. Donc, 21, Christian Dugelet, 3, Jean-Christophe de Cavel. Ce que je vous propose, donc, Christian Dugelet est référent géoparc. Ce que je vous propose, je vous demande s'il y a la possibilité d'avoir un suppléant. Hein? Et êtes-vous d'accord? Alors, je vais demander. Vous êtes tous d'accord? Bon, d'accord. Donc, je vais voir, je vais me débrouiller pour y arriver. Merci. Questions diverses. Alors, je ne vais pas vous assaillir trop, mais j'en ai un certain nombre, puis après je vous laisserai la parole. Il y a un truc sauvage qui vient de sortir, c'est le CRTE. Après, je parlerai des trucs un peu sexy. Je laisse parler les autres. Allez-y, parle. Question diverse. Vas-y, Franck. Donc sur la table, vous avez eu un petit question pour la moquette. Donc vous avez déjà fait passer par la table donc les possibilités d'avoir l'application. Alors pour l'instant, donc la commission d'éducation, donc on a pris donc cette application-là. Mais Hervé, quand on va regarder si on a d'autres avec carte, on verra si elle a d'autres. Quoi? Notre application, si on voit. Donc pour l'instant, on essaie comme une moquette, après on verra plus tard si elle a d'autres. Ça marche pas Ouais. Aujourd'hui, panneau pocket. Alors, l'avantage, c'est que ça s'est mis en place facilement, c'est relativement facile à lire, j'y arrive. Et c'est adopté par d'autres communes, Beaujeu, enfin, qui l'ont. C'est par eux qu'on a eu cette idée. Tout. Bah, aujourd'hui, l'info, bon, après, si tu veux, on pourra avoir effectivement. Belleville a une démarche beaucoup plus complète, mais elle nécessite plus de temps. Donc, on rappelle le coût de l'opération. 380 par an. Ouais. Donc, bon, c'est pas énorme et ça permet d'avoir de l'information, de pouvoir distiller de l'information aux habitants de façon assez rapide. Donc, c'est-à-dire que, en fait, quand vous avez des infos, il faut faire passer un mail, alors soit à Bernard, soit à moi, et puis après, on fait passer l'info. Alors, l'idéal, ça ne sera peut-être pas forcément du direct complet, mais parce qu'il faut quand même qu'on se notifie quand on peut faire correct. Mais par exemple, hier, on a eu l'incendie au Naval, donc le maire était présent, il a fait des photos en tête. C'est alors c'était sur le point. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour tous ceux qui ont des informations, bon, la semaine dernière, il y avait un autre incendie, et là, ce moment, on n'avait pas de pocket. N'hésitez pas à les envoyer à Bernard et à Franck. Alors, on relayera peut-être pas tout non plus, parce qu'il faut, après, il faut que l'information soit utile pour les habitants aussi. Parce qu'on se rend compte que puis on se rend compte que sur certains sujets, notamment des coupures de courant dans des hameaux, ça peut être intéressant que les gens aient un accès rapide. Après, je voulais juste rappeler aussi donc, sur Facebook, donc quelques chiffres de volume. Par exemple, là, quand on a fait les annonces, là, il y avait trois annonces d'emploi pour la commune. On a eu quand même 18 700 vues. C'est 18 700 vues et 1500 partages. Enfin,
C'est-à-dire que le Facebook de la commune est quand même bien consulté. Là, le dernier, enfin non, plutôt dans CVO, là, pour mes amis sur Facebook, c'est pareil, on est à 3800 ou 4000 vues. J'ai pas pu voir certains, mais ça prend beaucoup. Voilà. C'est des questions diverses. C'est dimanche, on est à l'église. Merci. Alors moi, j'allais vous parler du CRTE, contrat de relance et de transition écologique. Sous ce terme barbare, il y a un dispositif dont vous avez eu peut-être connaissance, notamment c'est le plan de relance du président de la République de 100 milliards d'euros, et on s'inscrit là-dedans. Alors c'est un joli projet, magnifique, bien présenté, mais il présente quand même certains inconvénients. Il est porté par les communautés de communes et pas par les communes. Donc déjà, ça dilue, mais en revanche, il est bien convenu que les communes peuvent présenter leurs projets et tous leurs projets, et la communauté de communes sera la boîte aux lettres et transmettra. Donc ça, c'est un engagement. En revanche, on ne connaît ni le montant des subventions, ni le mode d'attribution. Et aujourd'hui, ça va être un projet fourre-tout où on demande aux gens de mettre le maximum de choses. C'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que comme on n'a pas de guide, on veut mettre des choses et on ne sait pas si elles vont aboutir. Et l'autre caractéristique de ce CRTE, ce contrat, c'est qu'il est fait pour 2021-2026. Ça veut dire que si on n'est pas là-dedans, je ne vois pas comment, alors hormis d'autres actions hors écologie, mais il y aura toujours un côté environnemental, par conséquent ça va limiter le champ des actions, mais on verra. Alors la dernière précision que je tiens à apporter, c'est que ce projet, le calendrier est le suivant. D'ici au 15 février 2021, remontée des projets structurants et matures pour inscription rapide dans les crédits du plan de relance. D'ici à fin mars 2021, remontée des projets communaux. D'ici à fin mai 2021, signature du contrat. Attention, des avenants seront possibles régulièrement pour adapter les projets. Alors, là, c'est le plus cocasse. Une chargée de mission arrive le 16 février 2021, soit le lendemain du 15, et animera avec le DGS cette rédaction en lien avec les communes. Par conséquent, on nous demande de présenter le maximum de projets que nous allons faire sur 2021-2026, c'est-à-dire sur ce mandat. On demande d'écrire, les détailler, les chiffrer. On ne sait pas comment ils seront reçus. La seule chose qu'on connaît, ce sont les délais, qui sont extrêmement brefs. Par conséquent, il va falloir qu'on s'inscrive très rapidement. Et donc, j'ai déjà donné des pistes d'action, mais on verra pour les renforcer. Donc, sur les projets communaux, on a bien sûr dans les projets structurants qu'on pourrait présenter d'ici le 15 février, il y a le projet scolaire environnemental entre les deux écoles. C'est un projet pour moi structurant pour la commune et qui est extrêmement important. Nous venons de lancer, nous allons lancer une étude de programmation. On est obligé de choisir un bureau d'études de programmation pour nous dire, voilà, vous voulez faire rajouter 3 classes à l'école maternelle, ça c'est pas le plus compliqué, mais est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 5 c'est la prospective qui le définira, donc on a la nécessité d'être quand même assez pertinent sur cette démarche. On veut déplacer la turbulette, bon, ça c'est facile à certains points de vue, mais comment allons-nous la faire? Et puis pour quel format? Aujourd'hui il y a 15 enfants, je pense qu'il faudra quand même aller un peu au-delà, même si on souhaite mettre plusieurs structures, une à Gravin, une au Martelet, une toujours dans l'environnement des écoles, donc il faudra peut-être aller à 20, voire un peu plus, donc ça va être défini à la programmation. Le restaurant scolaire, là c'est le point d'ordre du projet qui sera le déplacement de ce restaurant scolaire. Là aussi des questions vont se poser. Restaurant scolaire pour quelle capacité d'accueil? Quel mode de fonctionnement? Est-ce qu'on reste sur un mode de fonctionnement cuisine locale? Est-ce qu'on reste sur est-ce qu'on va vers un mode de fonctionnement sous-traitance? Est-ce qu'on va vers un mode de fonctionnement associatif? Et est-ce qu'on va vers un mode de fonctionnement self-service? Tout est envisageable.
là, c'est la raison pour laquelle on a besoin de se faire assister par des gens. En revanche, ce projet est pour nous extrêmement structurant. En même temps, on avait dit on mettra un jardin bio, on pourrait adjoindre autre chose, des serres, écolos, des trucs comme ça, pour avoir réellement un projet environnemental. Donc c'est ce que nous allons essayer d'intégrer. Donc ça, pour moi, c'est un milieu naturel et ça soulagera notre station d'épuration. Dans les travaux rapides que nous allons lancer, je fais un bel alliage, hein. Il y a la RD 68, les voiries qui vont être lancées prochainement, donc on va voir comment on va faire une consultation. Et puis la suite, la route de Port-Rivière. Garde suite, il faudrait que je te donne un plan de Saint-Georges. Et dans le souci d'avoir cette discussion, je voulais faire une commission urbanisme, environnement, voirie et assainissement au mois de janvier. On la fera si vous êtes d'accord, si les participants sont d'accord, il y en a certains qui sont là. Moi, je souhaite mettre l'environnement et peut-être même la sécurité dans cette réunion. Il faudrait la faire peut-être en matin avec le couvre-feu et je voudrais la faire tout de suite dans les premiers jours de février qui commence lundi. Donc si vous êtes d'accord, on essaiera. Est-ce qu'un samedi matin ou un dimanche matin vous agréerez faire cette réunion? Parce que objectivement, des réunions, on ne peut les faire que par visio après 18h. Dès lors, ce n'est pas délibérant, on peut pas. Est-ce que les participants seraient d'accord? Un samedi ou un dimanche, qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez venir 8 jours, 15 jours avant? D'accord. Donc je vous préviens, lundi on vous prévient pour ou le week-end prochain ou l'autre. D'accord. Plutôt dimanche? Ben, dimanche. Après ou avant la messe? Pendant. Après, on ira voir un coup de vidéo. Bien. Voilà, avez-vous des questions à poser sur ces éventuels sujets que nous aborderons beaucoup plus longuement et de façon exhaustive si possible lors de notre prochaine réunion. Et cette réunion même, si d'autres veulent s'y intégrer, moi je suis tout à fait d'accord que ce sont des... Bon, on vous fait une proposition, on envoie à tout le monde comme ça s'il y en a qui sont intéressés. Voilà, j'ai fini avec les... Ah si, j'ai une... On va aussi, là on va en parler ce jour-là. Nous avons, c'était un engagement que nous avons pris, de mettre des référents par quartier. Donc nous avons fait un découpage en 10 quartiers. Je vous propose d'en parler à cette occasion. Et un mode de fonctionnement où dans chaque quartier il y aurait un élu, voire un ou deux, et deux référents citoyens qui seraient là. Pas des choses trop importantes de façon à ce que ces gens-là, et puis on définira ensemble les objectifs de ces référents de quartier, leur pouvoir, leurs possibilités et la manière de fonctionner. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Alors, prochain conseil municipal, Blandine, c'est toi qui vas guider les opérations. On a prévu, à voir si on pourra le faire, le 22 février, lundi 22 février pour le débat d'orientation budgétaire. Alors, dans tous les cas de figure, quel que soit le couvre-feu, on peut faire une réunion le lundi soir après 18h30, à 18h, pardon. À titre indicatif, le 4 février, le conseil communautaire aura lieu à la Pirogue à 20h30. Donc, c'est une assemblée. 18h30. Oui, 18h30. Mais donc, après le couvre-feu. Oui, c'était donc, qu'est-ce que vous préférez? Le 20, on proposait le 22 février. Le 4 février. Vous n'avez pas reçu? Vous avez dû recevoir. Ah, il est fermé. Il y a que les élus qui ont été... Oui, mais bon. Oui, mais on peut envoyer pour l'information sans le dire sans public. Bon. Non, il faut être délégué. Je poserai quand même la question. Je sais pas. Parce que moi, je n'ai pas vu sans public sur l'invitation. On revient au nôtre. Qu'est-ce qu'on fait? Le 22 ou vous préférez un autre jour?
Le 22, est-ce qu'on avance l'horaire quand même ou pas? Après, ça dépend par rapport au travail. Très bien. Qu'est-ce qui vous convient en horaire? On verra peut-être Ce- suivant ce qu'ils vont nous donner comme information dans un mois. Mercredi. Oui, d'accord. Donc on garde le principe, donc du lundi 22 février, horaire à définir en fonction des annonces gouvernementales. Ok, merci. Pas d'autres questions, donc je déclare clos ce conseil municipal du 31 janvier 2021 et je vous remercie de vous être déplacés. Je vous rappelle que nous avons une réunion tout de suite derrière, qui est fermée. Excusez-moi, je l'avais dit.